C'est super. Ben écoute, Sébastien, bienvenue. Merci d'être avec nous. Très hâte de t'entendre. Alors, ben, comme on le disait, on s'est rencontrés d'ailleurs au WAC à Québec là, il y a quelques années. Et puis, on a eu la chance déjà là, de commencer à parler test UX, test d'usabilité à ce moment-là. Puis, tu me disais que tu es arrivé au métier, en fait, par des voies un peu différentes, un petit peu atypiques. Donc, tu as commencé ta carrière dans l'univers donc de la R&D beaucoup, les Pays-Bas, projet qui touchait l'innovation. En 2008, retour en France au sein d'un agrégateur et distributeur de contenu dans l'univers de la musique, je crois. Et de fil en aiguille, donc, tu as eu besoin de faire des tests sous différentes formes et tu ne trouvais pas la solution qui te permettait de faire les tests comme tu voulais les faire. Donc, de là, en fait, est né Testapic. Tu as créé cette solution-là. Donc, en 2011, création de Testapic avec tes associés Nicolas et Rodolphe, si je ne m'abuse. C'est exact. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est 43 personnes que tu coordonnes. En fait, l'ensemble de l'activité Testapic, l'activité testing, pardon, de Testapic, tu coordonnes cette équipe-là. Et en 2020, c'est pas rien. Quand même, 2000 tests complétés à distance, c'est pas mal. La question probablement que beaucoup de gens se posent aussi, c'est est-ce que le contexte de la pandémie a favorisé justement le test à distance? Est-ce que tu as senti une augmentation de la demande pour ce type de service-là? Comment vous avez vécu ça de votre côté? Ouais, c'est vrai que… Alors déjà, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Tu es très bien renseigné, Alain. Tout ce que tu as dit est exact. Ça va donner un petit Et oui, alors c'est vrai que 2020 a été une année particulière pour tout le monde. Ça a été une année très particulière pour nous aussi. Ça a été, je dirais, la conjonction de plusieurs événements. Forcément, cette pandémie mondiale qui nous a tous affectés et qui a dû nous obliger à réorganiser un petit peu aussi notre mode de travail à tous. Oui. En interne aussi, forcément, on s'y adaptait assez facilement parce que notre méthodologie de test utilisateur distant a déjà dans son ADN cet aspect distant et donc je dirais qu'on s'y est mis assez facilement au télétravail, à cette capacité à pouvoir bosser à distance. Mais c'est clair que tous les éditeurs, tous les annonceurs et les agences qui faisaient des tests en présentiel ont dû trouver des méthodes alternatives pour continuer à travailler. Et forcément, pour nous, c'était une opportunité aussi de proposer ce type de méthode à des acteurs qui étaient, disons, plus centrés sur des méthodes traditionnelles en présentiel et qui n'avaient pas encore essayé le distant. Oui. Et donc, ça a été l'occasion de se mettre un petit peu à des essais. Et puis finalement, on se rend compte qu'une fois que les personnes ont essayé des méthodologies distantes, elles y restent, elles y trouvent beaucoup d'intérêt. Et donc, pour nous, c'est vrai que ça a été une année sur laquelle on s'en est plutôt pas trop mal sorti. On fait pas partie de ces gens qui se plaignent de l'année 2020. Donc, tant mieux pour nous. Écoute, on en est très contents. Je pense qu'on a accompagné de plus en plus de clients. Et puis, c'est aussi l'année de l'essor pour nous de notre modèle en SaaS. On a pas mal de clients qui nous ont fait confiance sur ces sujets et qui pérennisent avec nous. Donc, on en est très contents. Donc, il y a eu cet effet, on va dire, d'aspiration. Et puis, à côté de ça aussi, il y a quand même aussi pas mal de clients qui ont dû serrer certains budgets, forcément, de faire attention aux dépenses. Oui. Donc, il y a cette balance qui s'est passée un petit peu pour nous, mais qui globalement nous est favorable. Donc, on est plutôt contents. Ouais. Très, très intéressant. Et vous avez récemment donc travaillé sur un livre blanc, en fait, dont on va parler un petit peu là, dans ta présentation, qui nous permet de regarder le UX, en fait, sous un angle qui est un petit peu plus large. Donc, vous vous êtes intéressé à comprendre un peu les outils déployés par les différents acteurs de votre écosystème, partenaires, clients, etc., pour un peu comprendre donc quels sont ces outils-là, comment tout cet écosystème-là les intègre dans leur méthodologie. Et c'est ce que tu t'apprêtes à nous présenter dans le fond. Donc, écoute, sans plus tarder, je te cède le micro, dans le fond, puis je t'invite à nous présenter les UX Stack, les outils de la recherche UX. Donc, Jeff, je crois que tu as le contrôle des écrans. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Hop. Vous devriez voir mon écran, là. Oui. Est-ce que c'est bien le cas? Vous validez? OK, super. Ça marche. Je vais passer en plein écran. Alors, en effet, oui, aujourd'hui, on va parler de la stack UX, des outils de la recherche utilisateur. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet sur cette présentation, j'avais un petit mot. Déjà, je voulais te remercier, Alain, pour cette présentation. Tu les as, les photos. Et puis moi, j'ai retrouvé quelques photos. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas trouvé les photos. J'en ai retrouvé une, tu vois, là, de ce fameux 5 à 7. On s'était bien amusé. Et c'est toi donc, qui
Ouais, j'ai quelques photos souvenirs de cette semaine formidable qu'on a passée à Québec. Je veux dire que c'était vraiment super. On s'est régalé. Vous voyez, Nicolas qui était venu avec moi, qui est donc mon associé, en plus de Rodolphe aussi, qui est notre responsable UX. Je me rappelle que la conférence avait attiré beaucoup de monde, donc on en était vraiment très ravis. En 2016, ça faisait déjà 5 ans que Testapic existait, mais on était encore, on va dire, dans la phase d'essor, dans les premières étapes de l'essor, on a été très content de l'accueil qu'on a reçu à Québec. Donc vraiment merci encore. On était vraiment très contents. Alors pour commencer cette présentation, en fait, on dit qu'il fait souvent commencer les présentations avec des citations. Alors j'en ai trouvé une qui concerne les outils. Une citation d'Arthur Miller qui nous dit si l'homme ne façonne pas ses outils, ce sont ces outils qu'il façonneront. Et on est parti un peu de là, de cette réflexion, et notamment aussi d'autres questions que j'ai eues de certains de nos clients ou de partenaires avec lesquels on travaille, qui se sont intéressés finalement à leur écosystème, soit un écosystème qu'ils ont hérité parce qu'ils ont changé de poste, ils sont arrivés chez un acteur du digital qui utilise déjà certains outils et donc ils héritent d'une certaine stack, soit parce que en fait ils ont à leur disposition une palette d'outils aujourd'hui disponibles, mais ils ne savent pas toujours comment bien orchestrer, organiser finalement la complémentarité de ces différents outils les uns avec les autres. Et donc, c'est vrai que nous, c'est une question que pas mal de nos clients aussi nous ont posée, ou même d'ailleurs sur lesquels ils nous ont un peu challengé, c'est de savoir comment optimiser finalement le process de la recherche utilisateur en fonction de différents outils qui peuvent exister sur le marché. Et donc, pour faire ça, en fait, je me suis basé sur le témoignage, le partage d'un certain nombre d'acteurs avec lesquels on travaille. Donc, je voulais les remercier. Il y a 6 annonceurs et 4 agences, parce qu'on travaille aussi avec des agences partenaires dans le domaine de l'UX, qui ont eu la gentillesse de partager avec nous en fait leur process, leur modèle de conception ou d'optimisation, si on est sur un site en production, et qui ont vraiment formalisé les choses. Alors pour certains, les choses étaient déjà très formalisées, étaient très cadrées, et pour d'autres, ça a été un exercice aussi de pouvoir structurer, organiser la pensée de ces différents outils les uns avec les autres. Donc, ce qui est intéressant déjà dans un premier temps, c'est qu'on va voir que le process et la manière dont ce process est découpé varie énormément d'une organisation à une autre. On va de certaines organisations qui ont uniquement 4 étapes, ou 3 étapes même pour certaines, mais on va dire que c'est plutôt 4 étapes jusqu'à 8 étapes, donc avec des étapes vraiment très cloisonnées les unes avec les autres, dans lesquelles on a un point commun et un fil rouge qui va vraiment structurer tout le mode de pensée. C'est vraiment la notion de mesure, la notion de data, de prise de décision, qui va permettre de guider la prise de décision. Donc, je vous ai mis sur la droite cette petite roue de Deming, le Plan, Do, Check, Act, que pas mal d'entre vous doivent connaître. La logique de cette roue qui est dans une amélioration continue, dans laquelle on va planifier ce qu'on veut faire, on va réaliser, mais surtout on va vérifier ensuite que les optimisations qu'on avait prévu de mettre en place vont porter leurs fruits et leurs bénéfices et vont permettre ensuite d'agir dans une logique constante d'optimisation continue. Et la bonne surprise, je dirais aussi, de toute cette dynamique qu'on a pu collecter, c'est que on voit au travers des différentes organisations qu'il y a aussi un nœud commun dans toutes ces organisations, c'est l'imbrication de plus en plus fine et de plus en plus intelligente aussi de données quantitatives avec des données qualitatives. Même dans des organisations qui aujourd'hui peuvent être considérées comme très data-driven, on voit que la part du qualitatif à l'intérieur de ces organisations prend de plus en plus d'espace. Et l'UX Research permet aussi cette forme d'évangélisation de l'importance des données qualitatives en interne, en plus des données quantitatives, bien sûr, qui sont aussi une source d'information très importante. Donc, on va voir au travers de cette présentation les différents témoignages et différents feedback que j'ai pu obtenir auprès de ces différents acteurs. Alors, le premier d'entre eux qui a accepté de nous partager son process, c'est Pierre et Vacances. Pierre et Vacances avec Anaïs et Laurent qui nous ont partagé un process qui est en 3 étapes. Alors, en réalité, en 4 parce qu'il y a d'autres process internes en fil rouge à côté. Mais ils ont décomposé leur recherche vraiment en 3 étapes. Cette première phase de recherche qui va mêler 3 types de données. Alors, c'est là où c'est intéressant. On a des données quantitatives qui vont bien sûr être issues des données de GA, de Google Analytics, qui vont être une source d'information très importante pour comprendre les comportements utilisateurs, comprendre quels sont les points d'entrée sur le site, mais aussi les points de fuite, les funnels sur lesquels
il y a une conversion qui est plus ou moins importante ou plus ou moins à la hauteur des attentes. Mais l'important aussi, c'est de pouvoir compléter ces données quantitatives avec des données qualitatives qui vont vous permettre de répondre à une question très importante, qui est le pourquoi finalement les utilisateurs partent à telle ou telle étape de mon parcours. Et c'est là où des outils comme Testapic ou comme d'autres, des entretiens en présentiel, des focus group vont permettre de récupérer, de collecter, de compléter les informations et surtout de pouvoir détailler, organiser en fait finalement un regard différent sur la data quantitative au travers du qualitatif. Ce qu'on voit aussi, ce qui est très important, c'est qu'ils utilisent d'autres outils complémentaires, notamment Hotjar ou Content Square. Content Square, dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques semaines, qui a fait une levée de fonds record en France et qui a des prétentions internationales assez importantes. On voit que vous allez voir qu'il fait partie aussi des outils fil rouge utilisés par pas mal de nos clients, mais qui vont permettre justement de mieux comprendre le comportement des utilisateurs et en agrégeant l'ensemble de toutes ces données, aussi bien du quali, du quanti, mais aussi du comportemental, de comprendre comment l'utilisateur se comporte sur le site. C'est tous ces flux d'informations qui vont permettre de faire émerger de nouveaux besoins, de collecter tous ces insights et de pouvoir les cadrer dans un espace qui va être l'espace vraiment de conception, de découverte de nouveaux principes de navigation, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles présentations de l'information sur différentes pages et qui vont permettre de cadrer les attentes des utilisateurs sur cette phase-là. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi tester directement ces étapes de conception au travers d'outils qui permettent d'être intégrés sur des phases plus qualitatives, là où d'autres outils vont nécessiter d'avoir un flux, un trafic important. Les entretiens qualitatifs et les tests qualitatifs en eux-mêmes peuvent permettre de pouvoir déjà collecter de l'insight sur des phases très amont, donc sur des prototypes, sur des maquettes animées, et vont permettre d'éventuellement réitérer, corriger le tir sur ces différentes étapes avant de pouvoir passer donc à une étape de production, de mise en production, où là, ce qui est intéressant, c'est comme dans la route des mines que je présentais tout à l'heure, l'important est de pouvoir mesurer un vrai incrémental par rapport à la situation initiale. Optimiser et être dans une démarche d'optimisation continue, oui, mais mesurer un incrément est très important aussi. Et donc là, ils vont utiliser différents outils d'A/B test ou des outils comme Content Square qui peut être utilisé en amont ou en aval de la chaîne de valeur. L'intérêt aussi, c'est en itérant, de pouvoir aller encore plus loin dans l'analyse, de comprendre des résultats et de créer de la complémentarité entre des outils qui vont mesurer un incrément, un comportement et par exemple un ROI sur une opération, donc avec des A/B tests ou un Content Square, mais qui vont permettre aussi de pouvoir illustrer un résultat. Typiquement, je mets en place un A/B test et je me rends compte que finalement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, le résultat n'est pas aussi probant que celui que j'attendais initialement, où il est soit au niveau, soit même peut-être éventuellement négatif, j'en sais rien, sur certains dispositifs, par exemple sur un dispositif mobile ou sur un dispositif ordinateur, eh bien, en fait, le test utilisateur et la donnée qualitative va permettre de donner un nouveau point de regard et de comprendre pourquoi finalement cet A/B test peut s'être avéré être un échec. Ça peut être parce que l'hypothèse initiale n'était pas la bonne, ça peut être parce que finalement la solution qui a été retenue n'est pas la solution optimale pour les utilisateurs. Et puis, on voit en bas, donc il y a aussi différents types de process internes d'écoute client en continu. On va l'illustrer juste après avec d'ici 2 slides avec Laurent qui va nous parler de ces différents process qui peuvent exister. Alors, ce qu'on voit ici aussi, là, c'est un petit témoignage d'Anaïs. La complémentarité ici des outils, elle se fait même jusqu'à entre 3 phases, comme je voyais tout à l'heure, mais ça peut même aller jusqu'à 5 phases. Finalement, la donnée quantitative qui va être récoltée, qui va être complétée par du qualitatif. Alors là, dans le qualitatif, on va avoir différents types de dispositifs, des outils comme Testapic, mais aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, des méthodes plus traditionnelles, plus connues par tous, des focus group, des interviews utilisateurs, et qui vont être complétés par donc du comportemental. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit, c'est que dans le système qui est proposé par Pierre et Vacances, on a un système qui est systématiquement et obligatoirement testé à chacune des étapes avec des A/B tests pour mesurer justement l'incrément de chaque optimisation et de chaque évolution pour regarder quelle a été la plus-value et le ROI finalement sur l'opération qui a été mise en place. Et l'intérêt, c'est vraiment d'être dans une démarche d'amélioration continue, donc d'itérer le plus régulièrement possible sur tous ces types de process. Donc, on voit que certains des outils sont vraiment utilisés dans le quotidien, finalement, du process de certains de ces acteurs et qui peuvent être complétés, bien entendu, à chaque fois en fonction des différentes problématiques qu'ils peuvent avoir.
certaines des optimisations, parce qu'on nous pose souvent aussi comment ça se passe finalement sur cette chaîne de valeur. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer aussi l'augmentation du taux de conversion. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et finalement, en pouvant identifier des pistes d'optimisation avec des outils, par exemple comme Google Analytics, on peut se rendre compte que certaines pages d'entrée qui sont des clés d'entrée de l'utilisateur, des landing pages en particulier, peuvent être des pages sur lesquelles, en fait, finalement, l'utilisateur va repartir, donc va créer du rebond. Donc, de travailler spécifiquement sur ce point d'entrée va pouvoir être ensuite un catalyseur de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs qui vont convertir ensuite. Là où c'est intéressant aussi, c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir appréhender différemment les différentes données quantitatives en y apportant un regard qualitatif, donc de pouvoir illustrer ce propos-là. Et puis, alors, on parle d'utilisateurs au global. En fait, finalement, les utilisateurs, ils sont à votre disposition sous différentes formes, en tout cas par différents leviers. Vous pouvez rentrer en contact avec eux. Ça peut être, si vous êtes en charge d'une application mobile, ça peut être les avis sur les stores. Ça peut être aussi des retours d'utilisateurs sur votre boîte contact. Ça peut être des avis d'utilisateurs qui peuvent remonter sur d'autres plateformes de collecte, des avis vérifiés ou autres, qui pourront ensuite être des sources d'informations importantes, mais aussi vos clients directement auxquels vous avez accès au travers, par exemple, de call center, si c'est le cas. Et c'est notamment un des aspects qui est souligné ici par Laurent, le fait de pouvoir directement intégrer des systèmes d'écoute en fait de ce call center et de récupérer des feedbacks qui viennent directement depuis le terrain avec des sessions où les utilisateurs vont être mis directement en relation avec des collaborateurs directement de chez Pierre et Vacances et qui vont permettre de pouvoir récupérer une information la plus directe possible. Et puis, il y a d'autres types de méthodes qui sont initiées chez Pierre et Vacances, notamment le Put Yourself in Customer Shoes, où finalement les utilisateurs, les collaborateurs se mettent un peu dans la peau des utilisateurs. Alors, il faut essayer de se transposer un petit peu dans la peau d'un utilisateur qui viendrait sur le site. C'est pas forcément toujours simple quand on est collaborateur. Forcément, on peut avoir certains biais dans la vision qu'on peut avoir de notre produit, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir se dire, de se mettre dans cette phase, dans cette posture où je mets l'utilisateur vraiment au centre de ma démarche de conception et je décide d'évangéliser l'ensemble de toute cette démarche-là auprès de mes collaborateurs en leur demandant de faire cet effort aussi d'empathie et de bien comprendre comment fonctionnent les utilisateurs et quelles sont leurs problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et puis, tous ces utilisateurs, ces testeurs aussi, si on peut les appeler des testeurs, parce qu'ils sont là aussi pour faire des tests parfois, pour faire des tests utilisateurs, pour en faire d'autres, peuvent être aussi récupérés par différents leviers sur la base du volontariat pour pouvoir constituer aussi eux-mêmes une communauté d'utilisateurs qu'on pourrait appeler par exemple des ambassadeurs et qui vont être des personnes sur lesquelles les gens vont pouvoir s'appuyer, notamment les réseaux sociaux ou d'autres, pour pouvoir s'appuyer sur ces retours de façon très fréquente et pouvoir avoir justement une communauté bien active qui va permettre de faire remonter des feedbacks de façon très régulière. Est-ce que tu as très rapidement, c'est super intéressant en 2 mots, est-ce que tu observes une tension entre justement la culture de la donnée versus, en fait, le quantitatif versus le qualitatif? Est-ce que c'est toujours d'actualité de dire qu'il y a une tension de gens qui vont croire dans la donnée pure et dure que du quanti, plus ou moins vers le quali, ou est-ce que non, ça commence à mieux se passer? Alors, c'était le cas par le passé. Pour te dire, quand nous on a créé Testapic, au début, on avait une approche très qualitative, et puis certains des arguments qui pouvaient être avancés, en effet, quand on fait de la recherche sur des échantillons qui sont de l'ordre de quelques dizaines de personnes, et qu'on discute avec certains clients ou certains prospects qui travaillent qui ont un passé, on va dire, plutôt centré sur les études, tu vois, qui ont un passé très marketing, eux vont beaucoup se baser sur de la donnée. En effet, oui, c'est clair qu'ils ont une vision très data et ça peut être une culture qui peut être très forte dans certaines organisations. Pour autant, ce qu'on voit aussi, c'est quand même une poussée, un souffle vraiment assez intéressant du qualitatif dans une approche qui se veut vraiment complémentaire. L'idée, c'est pas de se dire que le qualitatif va venir supplanter le quantitatif. Non, la data aura toujours sa place, mais la data en elle-même ne se suffit pas toujours. Savoir interpréter des données quantitatives peut mener sur des hypothèses qui seront fausses, des interprétations qui seront fausses. Et c'est là où le qualitatif va permettre de pouvoir donner un nouveau prisme de regard finalement sur ces données-là. Donc, je dirais que je l'observe un peu de moins en moins quand même. Parfait. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie maturité du marché. Et on travaille par exemple avec certains clients qui
ont une image ou on va dire une philosophie qui était très orientée data et qui maintenant, oui, intègre vraiment aussi une grande part du Kali maintenant dans leur recherche, clairement. Alors, on va passer à un deuxième acteur, Bouygues Telecom. Bouygues Telecom, qui est donc un fournisseur d'accès Internet et mobile en France, qui fait partie des trois grands majeurs en France. Alors là, c'est Solène Saguès qui vient nous partager en fait son process. Le process ici est beaucoup plus décomposé. On voit qu'ici, il y a vraiment 8 phases bien distinctes les unes des autres. Alors, la donnée d'entrée ici, ça reste la mesure. Encore une fois, on est comme point d'entrée premier ici des données d'entrée, alors qui viennent soit de Google Analytics, soit d'un compte Square par exemple, et qui vont être retraitées, analysées ensuite, et qui vont surtout être une opportunité pour pouvoir émettre des hypothèses qui seront des hypothèses de test. J'ai une problématique dans mon funnel ou sur cette page parce que j'ai pu mesurer un comportement utilisateur soit avec des outils Kali, soit avec des outils Quanti. Et ce point d'entrée est une hypothèse qui sera à tester ensuite. L'intérêt ensuite, c'est de pouvoir émettre un certain nombre de propositions, de recommandations d'optimisation. Ces optimisations, elles vont être mises en place avec différentes typologies en fait sur différentes typologies de pages, différentes typologies de fonctionnalités, de parcours. Et une bien sûr des problématiques qui va se poser à ce moment-là, c'est quel est le niveau de priorisation que je vais donner à chacun des tests que je dois faire. Donc, quel est l'enjeu et comment je vais placer mon curseur à un moment donné en fonction soit d'enjeux business, soit d'enjeux utilisateurs qui peuvent être parfois divergents, qui peuvent être convergents, mais qui sont aussi parfois divergents. Comment est-ce que je vais choisir un test par rapport à un autre? Comment est-ce que je vais choisir une hypothèse par rapport à une autre? Donc là, on va se baser sur quoi? On va se baser, quand on est un annonceur tel que Bouygues Telecom, sur le potentiel retour sur investissement qu'il peut y avoir, sur les enjeux aussi qui peuvent être des images de marque aussi. Il y a des enjeux marketing aussi derrière qui peuvent être des catalyseurs de ces sujets. Et puis d'autres foultitudes probablement d'informations qui vont venir prioriser en fait les différents tests et les différentes évolutions à mettre en place. Et puis, bien sûr, vient ensuite la phase d'expérimentation, où là, on va tester soit lorsqu'on est en production directement des optimisations avec des outils comme A/B Testy, par exemple, qui est un outil d'A/B testing, et on va pouvoir mesurer un incrément direct sur un site en production. Soit on peut passer aussi par une phase de maquettage avec des propositions d'optimisation et on va pouvoir tester déjà sur des phases de maquette avec des outils comme Testapic, par exemple, une version en production versus une maquette ou différentes propositions de maquette avant de passer directement en phase de production. Donc, on est aussi dans cette démarche où l'expérimentation peut se faire un peu de façon cachée, masquée pour l'utilisateur, c'est-à-dire sur vraiment des phases de conception, ou directement en production, une fois que on a déjà certaines pages, certains tunnels, et on est vraiment dans une logique plutôt incrémentale ici, là où on va plutôt travailler sur une logique un peu plus, on va dire, en rupture, lorsqu'on est sur des conceptions de nouvelles pages avec des maquettes. Et bien sûr, c'est très important d'apprendre et capitaliser sur l'apprentissage de ces résultats. Et j'en parlerai tout à l'heure aussi, toute la notion de recherche utilisateur avec l'Atomic Research et puis tout ce qui est UX Repository, qui est vraiment comment je peux agréger de la donnée de façon macro. Et je vais en parler tout à l'heure avec d'autres acteurs là-dessus pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce que j'ai fait et pouvoir apprendre dans une logique d'amélioration continue et de knowledge management, de gestion en fait finalement des informations que j'ai pu capitaliser, tout simplement parce que toutes les hypothèses que j'ai pu tester, si je les ai testées à un instant T, peut-être qu'à T+1, il n'est pas forcément nécessaire de la retester tout de suite si elle n'a pas forcément prouvé sa valeur par le passé. Et puis, bien entendu, ce que souligne Solène ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir communiquer sur ces résultats. Communiquer en interne, ça veut dire aussi apporter de la matière, ça veut dire savoir évangéliser en interne sur les sujets qui ont été porteurs, sur les sujets qui ont donné satisfaction aussi en interne, et valoriser le travail de l'UX Research et de l'équipe de research et de design en interne pour pouvoir ensuite récupérer soit du budget pour pouvoir faire plus toujours d'études et puis de tests et avoir un spectre plus large, mais aussi surtout pour valoriser le travail de l'équipe qui a travaillé sur sa phase avant. Et puis bien sûr, vient les phases d'implémentation. Et vous voyez que simplement avec ce schéma, on voit que c'est toujours dans une logique d'amélioration continue. Alors ici, c'est symbolisé par un petit donut avec ces différentes étapes, mais on est toujours dans une logique un peu comme la route d'Hemming, où finalement on a décomposé les différentes étapes de ces trous
avec une structure bien organisée ici par Solène. Ici, clairement aussi, un des points qu'il faudra garder dans le discours de Solène, je pense, c'est la notion de test directement intégré à chacune des étapes, avec la possibilité de pouvoir faire des hypothèses pour chercher à un moment donné du pourquoi on a un comportement qui a été constaté sur un outil quanti ou comportemental comme un content score ou comme un GA. L'idée étant de pouvoir prendre ces indices, ce que Solène a appelé ici des indices, mais ça peut être certaines métriques qui vont être des sources vraiment d'informations, même des signaux faibles, qui vont permettre en fait de pouvoir faire des incréments assez importants sur des dispositifs qui pourraient paraître assez anodins, mais qui finalement se révèlent comme étant des catalyseurs d'amélioration de l'expérience et de la satisfaction utilisateur. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, dans le processus proposé par Solène. Alors, il y a un duo qui s'organise très bien ici, qui est proposé ici par Solène, et c'est surtout en fait le reflet d'un binôme de métiers aussi qui fonctionne très bien et de plus en plus dans les organisations, ce qu'on voit. Et c'est là où tu vois, ça fait écho un petit peu à ta question, Alain, tout à l'heure, avec finalement une spécialisation aujourd'hui des compétences avec des data analysts qui vont travailler main dans la main avec des product designers, avec des product researchers, avec des UX researchers. Alors, on peut les appeler un peu par différents noms de métiers, peu importe. L'intérêt, c'est surtout de montrer qu'en fait, maintenant, ces personnes-là vont être intégrées dans les mêmes feature teams, vont être intégrées dans les mêmes équipes de conception ensemble et vont pouvoir travailler avec des regards qui vont se confronter. Et c'est ce qui est intéressant, c'est justement en fait la corrélation de ces différents points de vue qui va permettre d'avoir une approche qui se veut la plus systémique possible. C'est ça qui est intéressant. Alors, un troisième acteur, VP, qui est un acteur de la vente privée en ligne français, qui est un des acteurs majeurs aujourd'hui du e-commerce français. Alors là, vous allez voir le retour de Nicolas Deschamps dans son processus. Alors lui, il a une approche un petit peu différente, une approche en double diamant. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, on a, on va dire, 7 grandes étapes en tout. On a d'abord une première étape d'identification d'une problématique. L'important est de pouvoir orienter l'enjeu du test sur la bonne problématique de départ, donc de détecter les signaux faibles dont Solène parlait tout à l'heure. Ces indicateurs et ces sources d'informations peuvent être par exemple Hotjar ou Mixpanel pour ceux qui sont utilisés au sein de VP. Et puis on va rentrer dans une phase d'exploration. Dans la phase d'exploration, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents dispositifs dont Nicolas dispose. Ça peut être du test utilisateur en distant, mais ça peut être aussi des sources d'informations directement posées sur le site avec des tags comme un Hotjar par exemple. Et ce qui est intéressant ici, là, c'est de la complémentarité entre différents outils. Testapic qui va faire principalement du test utilisateur non modéré, mais aussi des sessions d'entretien modéré. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure sur les impacts de 2020 finalement sur les avancées des méthodes, avec aussi une complémentarité beaucoup plus forte maintenant entre du non modéré et du modéré, en fonction d'enjeux qui peuvent être différents. Le modéré peut être intéressant sur des phases très exploratoires, avec finalement un échantillon relativement restreint, en raison finalement de la complexité du recrutement, de la passation et tous ces éléments-là. Mais on peut aussi avoir, en fonction de la typologie de problème et de la problématique qui est à adresser, une vraie valeur ajoutée à aller d'abord creuser dans un premier temps sur ces phases exploratoires. Et puis ensuite, on peut aussi compléter avec du non modéré pour avoir justement cette surcouche quantitative d'extraire en fait du quali et du quanti, de prendre de la hauteur par rapport à ces sujets-là dès les phases d'exploration. Et là, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit ici, c'est l'apparition d'un nouvel acteur, c'est Dovetail, qui fait justement en fait de la capitalisation aujourd'hui de la recherche utilisateur, qui permet d'organiser et de structurer toutes ces données-là, et qui va permettre ensuite de capitaliser sur toutes ces phases exploratoires pour éviter de réinventer complètement à chaque fois la roue, et puis surtout d'apprendre dans une logique d'amélioration continue. Et puis ensuite, bien entendu, dans les phases de conception et de développement, là, on voit qu'il y a des outils aussi qui sont de plus en plus utilisés maintenant à distance. Miro, par exemple, qui est un outil de conception qui fait sens chez beaucoup d'acteurs aussi. Et puis, on va voir que sur la partie prototypage, la partie sketch, forcément aussi, est devenu un des acteurs assez incontournables aussi maintenant sur le marché. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces étapes de conception aussi, il y a quand même une très belle stack. Il y a quand même beaucoup d'outils qui sont utilisés dès cette phase de conception parce qu'il est important de passer du temps dessus pour pouvoir arbitrer sur les choix de conception qui vont être mis en place ensuite, pour être sûr que quand on va rentrer dans les phases de développement pur, on va dire les phases de développement technique cette fois, on est vraiment, on va dire, ceinture bretelle, pour reprendre cette expression, on est sûr de nous. Et cette phase de conception a été
l'occasion de faire différentes itérations. Et d'ailleurs, c'est aussi cette phase de diamant, c'est-à-dire qu'on peut aussi itérer à l'intérieur de ces boucles de diamants sur la meilleure manière, le meilleur produit qui sera à sortir ensuite. Et toujours, ensuite, en fin de parcours, vous revoyez la mesure, l'évaluation, toujours avec un intérêt de pouvoir comprendre l'incrément entre la problématique initiale, la solution qui est apportée, et regarder quel est le delta entre les deux sur un certain nombre de métriques qu'il faut bien entendu maîtriser. Sarah, qui est donc une collègue de Nicolas qui travaille au sein de VP Voyage, nous explique un petit peu. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous fait le retour sur finalement comment elle peut organiser différentes typologies de retours utilisateurs, notamment au travers de leurs membres, avec des entretiens qui sont faits en laboratoire, en présentiel. Ça continue à exister dans certains modes de dispositifs pour bien comprendre les besoins. Et puis aussi d'avoir des outils qui sont en ligne avec des retours spontanés comme Hotjar par exemple, et puis de pouvoir corroborer, confronter ces informations, et puis de pouvoir creuser un certain nombre d'informations ensuite, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des solutions en mode non modéré qui permettent de pouvoir ensuite apporter une surcouche quantitative à ces indices, à ces prémices, on va dire, de retour utilisateur. Et puis, bien entendu, une fois que des optimisations sont proposées par l'équipe design ou par les équipes produits, elles sont forcément challengées toujours par des ateliers en interne, avec des ateliers qui sont d'abord proposés par exemple avec des collaborateurs, mais qui peuvent être aussi ensuite proposés à des membres ou à des futurs membres, à des prospects au travers de solutions distancielles avec une combinaison d'outils comme Miro et Zoom par exemple, qui pourrait être tout à fait une combinaison intéressante. Ici, vous voyez apparaître aussi un acteur qu'on n'a pas encore identifié, qui est Optimal Workshop, qui est un outil qui permet notamment de faire du tri de cartes, du tri testing, et qui permet de pouvoir organiser en fait une certaine architecture de l'information et évaluer surtout l'architecture de l'information, qui est particulièrement intéressant lorsqu'on va répondre à une problématique de hiérarchie ou d'organisation sur des menus, par exemple, en particulier. Et là, on est vraiment dans une logique où on a une stack assez complète aujourd'hui des outils qui sont présents au sein de VP. Un autre acteur, Verisure, qui est un opérateur donc de la sécurité et de la protection des habitats. Ici, on est sur quelque chose d'assez, on va dire, simple, qui s'apparente beaucoup plus à ce qu'on a vu précédemment avec une route d'aiming assez facile, assez simple en tout cas, avec 4 grandes étapes. Mais surtout, ce qu'on commence à voir directement, c'est ce flux continu. En fait, il n'y a pas d'arrêt dans cette boucle. Le premier outil qui est la mesure, forcément, qui est le point de départ, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, avec du comportemental. Alors ici, au travers d'Hotjar, qui pourrait être intéressant ici aussi, à combiner avec un outil comme Testapic. Et derrière, alors ce qui est intéressant ici sur Verisure, c'est qu'ils sont dans une logique où finalement, sur certains funnels, ils peuvent pas trop se permettre de faire 50 essais. Et donc, les développements sont faits de façon, on va dire, incrémentaux, vraiment étape par étape, au fur et à mesure, et sont systématiquement A/B testés. Alors ici, avec un outil qui s'appelle Optimize, et qui vont permettre d'être dans une logique non pas d'évolution en mode cascade, mais vraiment dans une logique d'itération continue sur les différents sujets qui sont appréhendés, mais aussi avec des sujets beaucoup plus larges qui peuvent intervenir à un certain moment. Là, ce qu'on retient ici, ce qui est intéressant, c'est d'enrichir des analyses qui peuvent être internes finalement à Verisure avec des choses très concrètes, très palpables. Et ça qui est intéressant dans la démarche de cette stack, c'est qu'elle va permettre surtout de pouvoir être très pragmatique, d'aller vite, de lancer régulièrement des A/B tests, d'être dans une démarche d'amélioration vraiment continue avec ces enjeux business qui sont très directs. Une grosse partie du business model de Verisure se passe sur un call center, une transformation des utilisateurs qui se fait d'abord sur la partie digitale, puis qui est ensuite appréhendée par un plateau de personnes qui vont répondre au téléphone. Et donc d'obtenir des leads, d'obtenir des rendez-vous qualifiés vraiment très intéressants avec ces utilisateurs est une piste d'optimisation sur laquelle ils veulent travailler. Donc, ils sont vraiment dans une logique incrémentale pour ne pas bousculer tout le flow finalement de la mécanique qui est derrière, et notamment cette partie call center. Un autre acteur, Stellantis, qui est un constructeur et assembleur automobile, anciennement PSA pour ceux qui connaissent sous ce nom-là, qui a changé de nom récemment suite à la fusion avec Fiat. Ici, le retour qui est fait par Céline Mirgan est assez intéressant aussi. Il va s'apparenter pas mal au retour de Kevin précédemment sur Verisure. Les outils sont un petit peu différents. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans cette boucle d'amélioration continue entre de l'analyse comportementale, de l'outil, de l'observation avec des tests utilisateurs
et puis du test utilisateur complété avec un autre outil qui est Lookback, qui est un outil aussi intéressant qui peut venir compléter aussi la stack sur la partie test utilisateur. Et là, on va voir ce qui est intéressant dans la démarche de Céline, c'est que Céline a utilisé un outil comme TestAPI, par exemple, pour tester une population cible, donc les utilisateurs finaux, qui sont des utilisateurs attendus. En l'occurrence, ici, on était sur une cible assez précise d'utilisateurs qui est parfois difficile à capter. Et donc, d'itérer très régulièrement sur cette cible-là n'est pas toujours simple. Et donc, pour apporter de la flexibilité à son processus itératif, elle a intégré Lookback pour cette fois-ci pouvoir interroger simplement des collaborateurs en interne et pouvoir faire tester ces différentes solutions d'optimisation au travers de ses collaborateurs, au travers d'un autre outil qui pourrait être intéressant aussi. Donc ici, on est sur un usage un petit peu différent des différents typologies de tests, soit avec une population externe, soit avec une population cible, soit avec une population aujourd'hui de collaborateurs. Et l'idée étant vraiment dans cette démarche d'itération, comme on l'expliquait tout à l'heure, concevoir, tester, itérer, retester et mettre en place cette boucle vraiment dans une logique d'amélioration continue encore. N'hésite pas, Alain, si tu as des questions à m'interrompre. Hein. Je bois tes paroles, c'est super intéressant. Ok, super. On a ensuite un retour d'Asmodée, alors avec Emmanuel qui nous a fait un retour ici assez intéressant sur plutôt un autre aspect qui est très orienté donc sur la partie jeu et évaluation de ces jeux. Forcément, la communauté sur certains de ces jeux est une communauté de passionnés et donc est très sensible à toutes les évolutions qui peuvent exister et notamment sur des nouveaux jeux. Ce qui est hyper fort et hyper prenant, c'est ce qu'elle appelle le FTUE, le First Time User Experience. Donc, c'est la première accroche d'un utilisateur avec un jeu. Et donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre ici, c'est d'identifier les points de blocage justement sur cette première expérience. C'est là où elle va focuser sa priorité de test et de regard ici sur ces nouveaux jeux. C'est vraiment l'onboarding de l'utilisateur dans cette phase-là. Et là, elle a à sa disposition plutôt, on va dire, deux grandes familles d'outils un peu plus qualitatifs. Le premier, c'est l'audit expert, c'est-à-dire son regard expert qui va se baser notamment sur l'analyse au travers de grilles heuristiques, alors qu'elle a en plus adapté aux jeux vidéo. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a pris certaines heuristiques, mais qu'elle a en plus, on va dire, customisé ces heuristiques pour pouvoir les adapter à son écosystème et ensuite de pouvoir analyser les premières étapes de l'expérience vécue par ces gamers au travers de bêta-testeurs qui pourraient être des personnes qu'on pourrait solliciter soit dans le cadre de nos outils, soit dans le cadre d'autres outils qui pourraient exister. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mixer, comme on l'a vu tout à l'heure, entre de l'interne, de la vision interne d'une expertise, parce que finalement, j'ai aussi quand même la vision métier, j'ai la vision produit, et donc je sais ce vers quoi je veux tendre. Et en même temps, la vision externe de l'utilisateur final pour qui on est quand même en train de concevoir et qui va être le garant finalement du succès et le fait que le succès soit au rendez-vous pour ce jeu. Et donc, de pouvoir combiner en fait cette approche aussi bien avec de la data, avec une vision plutôt qualitative experte qu'avec une vraie voix d'utilisateur ensuite en externe. Alors, on a aussi interrogé des agences. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi finalement… Oui, vas-y. Je veux dire qu'on devrait commencer à prendre des questions dans 5 minutes environ. Alors, juste pour faire… D'accord, ok, je termine. Je termine et j'avance sur le sujet. On s'est intéressé aux agences aussi parce que c'est intéressant finalement de regarder quelle est la proposition de valeur des agences lorsqu'elles arrivent chez un client. En fait, c'est aussi parfois une demande des clients d'être vraiment accompagné de A à Z par les agences. Et finalement, ce process qui est l'UX, il est aussi maintenant de plus en plus pitché, il est de plus en plus expliqué par les agences plutôt que de fournir des maquettes déjà en amont, mais ils sont plutôt dans une démarche d'expliquer finalement toute la méthode qui va aboutir à la fin, si on est dans une phase de conception ou de refonte, à des maquettes, mais qui n'est plus maintenant un prérequis initial toujours pour répondre, par exemple, à des appels d'offres. Alors là, une des premières agences qui est plutôt une agence qui est très data, par exemple, tu vois, tu posais la question tout à l'heure, Alain, par exemple, Converteo, qui a toujours une approche très data-driven, va, elle, en fait, avoir à sa disposition, on va dire, une boîte à outils au global, et puis va piocher dans cette boîte à outils en fonction des différentes étapes de l'accompagnement du client et en fonction finalement du niveau d'engagement et du niveau d'accompagnement des consultants qui sont impliqués en interne. Donc, ça peut être sur des phases d'idéation, des phases de prototypage, soit dès les étapes de développement, soit ensuite dès les étapes de déploiement. Et vous voyez qu'en gros, il y a, on va dire, une quinzaine d'outils avec des écosystèmes qui peuvent être autour de la remontée utilisateur, là, avec du quantitatif, avec finalement du comportemental et des outils d'A/B testing, des outils de tracking.
qui vont permettre finalement de pouvoir compléter cette stack en fonction des besoins de chacun des clients. Donc, ils n'arrivent pas avec une stack prédéfinie au départ, ils vont vraiment s'adapter à la stack du client. Et si le client ne dispose pas, lui, d'une stack suffisamment, on va dire, étoffée sur certaines des étapes, ils sont aussi force de proposition pour pouvoir implémenter cette stack et ensuite accompagner les clients sur le long terme avec cette stack. Je prends un autre exemple de User Agent ici avec Ingrid qui nous a partagé ses retours. Donc ici, on a vraiment 6 grandes étapes qui sont dissociées ici. On voit qu'il y a vraiment une étape d'analyse de l'existant, l'exploration des besoins. On est vraiment sur toute la phase de recherche en amont. On va collecter un maximum d'insights. Et là, on voit les outils qu'on a déjà vus tout à l'heure, plus le point de vue expert encore de User Agent aussi, avec les UX Researchers qui vont permettre de faire remonter de la data. Et puis, tous les outils de conception qui sont utilisés. Alors, on voit de plus en plus nous Figma. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début de cette présentation, j'ai pas mis l'Axure encore sur aucun des slides. Alors, ça veut pas dire qu'il a complètement disparu du panorama, mais il a été quand même supplanté par pas mal d'autres outils aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, des Figma et des Sketch, qui sont quand même des outils qui ont pris beaucoup de place. Je suis pas le mieux placé, je pense, pour vous répondre sur le pourquoi ils se sont supplantés à Axure. Ce serait intéressant de pouvoir débattre de ce sujet, mais en tout cas, voilà, c'était simplement un constat qu'on pouvait faire. Et puis, une fois qu'on est vraiment dans la phase de test, d'optimisation du produit, là, on voit que vraiment, on laisse la part belle aux outils d'optimisation qui sont des outils d'A/B testing principalement et qui se complètent très bien avec des tests utilisateurs, comme j'expliquais tout à l'heure, pour vraiment pouvoir monitorer l'UX sur le long terme. L'idée aussi, bien sûr, c'est que sur cette phase de recherche, on est dans une collecte d'insights maximale qui va permettre ensuite de pouvoir émettre des préconisations, des recommandations qui vont driver cette phase de conception. Il nous reste en théorie 2 minutes. Ok, je termine. Alors, je vais avancer un petit peu plus, mais je vais parler d'Atecna. On retrouve un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure, donc l'exploration, l'idéation, le cadrage et toute cette phase de testing. Donc là, on va retrouver vraiment des choses qu'on a déjà vues précédemment, mais cette fois-ci basées sur 5 étapes en particulier. J'avance un petit peu parce que je voudrais qu'on ait un petit peu de temps ensuite pour voir les conclusions que je vous propose derrière. Ici, Guillaume a vraiment ici la part belle à des outils de collaboration en interne type Miro, qui sont vraiment des outils sur lesquels il va vraiment baser une grande partie de ce processus idéatif, mais basé sur une analyse de l'existant et des comportements qui vont permettre d'incrémenter ensuite des hypothèses de départ. Et c'est là où je voulais en venir. Je voulais vous montrer ensuite un certain nombre d'éléments qui sont notamment les enjeux sur lesquels aujourd'hui, il faut vraiment que vous vous interrogiez lorsque vous voulez mettre en place votre stack ou lorsque vous héritez d'une stack UX et que vous souhaitez la challenger. C'est déjà quand vous mettez en place ce type de dispositif, identifier la bonne problématique de départ, se poser les bonnes questions, c'est le point d'orgue qui va vraiment driver ensuite la sélection des bons outils de votre côté. Il est hyper important, et vous avez vu que tous ces acteurs ont fait la démarche d'organiser, de structurer ces processus avec vraiment, pour certains, des phases obligatoires de passation. C'est vraiment des milestones, c'est vraiment des jalons dans les projets qui permettent de valider chacune de ces étapes. Et puis aussi, ensuite, de pouvoir capitaliser, de pouvoir tracer ensuite l'ensemble de toutes ces données qui ont été accumulées dans la recherche pour pouvoir ensuite les diffuser en interne et pouvoir continuer à itérer sur la base de nouvelles hypothèses et non pas d'essayer de réinventer la roue sur des choses qui n'ont pas marché précédemment. Si je devais faire un petit panorama d'une stack, on va dire à peu près globale, sur les phases de recherche, on a 3 grands outils qui se sont dégagés, les Optimal Workshop, Testapic, Lookback, qui sont, on va dire, un peu le noyau commun qu'on a pu avoir précédemment. Sur les phases de conception, comme je disais tout à l'heure, Figma, qui prend aujourd'hui de plus en plus de place, et puis Miro. Et puis, dans une phase d'optimisation continue avec des outils d'UX ou d'A/B testing, notamment avec, par exemple, du GA, du Content Square ou des A/B testing qu'on a revu beaucoup. Donc, cette slide-là a vraiment pour but d'essayer de vous donner un petit peu le dénominateur commun de ce qu'on a pu voir dans cette phase de recherche. D'autres ressources aussi que j'ai voulu partager avec vous. Ici, sur cette slide-là, je vous ai résumé en fait une point de vue ici qui est proposé par un acteur qui s'appelle User Interview, qui nous propose un mapping sous la forme d'une carte de métro ici, en fait, avec différents acteurs qui sont proposés là. Donc, je l'ai noté ici pour la référence. Je trouvais que la démarche était assez intéressante de pouvoir l'intégrer sous cette forme-là. Et puis ici, je vous ai mis un lien aussi vers un autre outil qui est un Airtable, qui récapitule plus de 270 outils aujourd'hui qui existent sur le marché, qui permettent non seulement de faire de la recherche utilisateur, mais de la conception. C'est une super base de données. Je vous ai mis le lien ici. N'hésitez pas à y aller. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont basés sur vraiment des écosystèmes qui peuvent exister même dans certains pays en particulier. On voit que nous, par exemple, les outils français sont pas toujours listés sur ces types d'écosystèmes qui sont bâtis souvent par les marchés anglo-saxons. Et donc là, c'est intéressant. Ils ont été vraiment exhaustifs dans la démarche. C'est vraiment super. Et puis, quelques takeaways. N'hésitez pas à multiplier les points de vue pour pouvoir identifier et comprendre
votre problématique avec une approche qui se veut systémique. Plus votre approche sera systémique, plus vos points de vue seront différents, plus vous aurez une vue vraiment globale sur tous les irritants et ce sera vraiment dans une logique vertueuse d'optimisation. Le deuxième point, et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, le qualitatif est vraiment devenu un must-have. Vraiment, de plus en plus, il y a vraiment une poussée de plus en plus importante. Et ça, c'est ça vraiment, en interne, ça permet de contribuer à l'évangélisation de l'UX. Donc ça, c'est vraiment un des sujets aussi qu'on voit vraiment émerger de plus en plus. L'autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit que le niveau d'outillage, alors ce que j'ai appelé d'outillage, mais en tout cas, le niveau d'intégration de ces stacks, elle dépend pas forcément de la taille de l'entreprise. Elle dépend pas forcément de sa, on va dire, de son histoire, mais elle dépend plutôt de la maturité de son équipe et de la capacité de l'équipe à pouvoir convaincre en interne de l'intérêt et du bien fondé de ces outils et ensuite de pouvoir appréhender et de pouvoir insuffler les méthodologies en interne parce qu'il est aussi important de bien comprendre comment je structure cette stack et comment je suis capable de parler après en interne de la complémentarité de ces différents outils. Donc, la maturité de l'équipe UX, c'est vraiment un des drivers forts et importants de l'appropriation de ces méthodes aujourd'hui. Et encore une fois, bien entendu, être dans une démarche d'optimisation itérative pour vraiment fluidifier ces processus, essayer de comprendre même au sein de mes processus quels sont les irritants encore qui me permettraient de fluidifier au maximum cette partie-là. Et enfin, dernier point dont je voulais parler vraiment sur le ROI de ces démarches. Forcément, il est forcément assez rapide, relativement rapide. On le voit pour certains, c'est vraiment de l'immédiateté. Mais bien sûr, ça va dépendre de certains critères, de certaines variables, le produit, votre panier, le nombre de visiteurs et d'autres. Mais systématiquement, on est dans une démarche où nous, dès qu'on voit la mise en place d'optimisation, on est sur une démarche qui se veut très vertueuse. J'ai fini un peu sur les chapeaux de roue, mais pour laisser un petit peu de temps pour des questions. Donc, je serais ravi d'échanger avec vous. Sébastien, merci beaucoup. Hyper intéressant. Jean-François, tu as suivi un petit peu les commentaires, les questions en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on nous a? Je sais qu'il y en a une que j'ai eu qui a attiré mon attention, là, c'est sur le retour en présentiel. En fait, quelqu'un, Laurence Dumont, qui nous demande, avec le retour en présentiel qui s'en vient, devrait-on retourner vers le test en personne ou conserver une préférence vers le test à distance? Et quels outils sont suffisamment polyvalents pour les deux? Donc, déjà, est-ce que tu vois des changements à ce niveau-là? Pas encore. Comme je disais tout à l'heure, en fait, pour pas mal de clients qui sont passés sur du distant, ils y restent parce qu'ils y voient un certain nombre de vertus aujourd'hui avec des outils qui permettent de faire du test en visioconférence. J'en sais un, type Zoom, par exemple, qui a été largement cité, mais ça peut être d'autres outils type Meet ou Skype, peu importe. On se rend compte aussi de la flexibilité. Avant qu'on commence cet échange, tu disais c'est intéressant parce que maintenant, la visio, on commence à l'heure et on finit à l'heure. Et ben, c'est aussi ça l'intérêt quand on va conserver cette méthodologie distante, c'est-à-dire qu'on peut timer beaucoup plus finalement ces entretiens en mode modéré, même à distance. Et ça a une vraie vertu. Et je pense que c'est vraiment dans une démarche où on peut vraiment prévoir tous ces entretiens-là. Et finalement, la plus grande problématique quand on va faire des entretiens en présentiel, c'est les no-shows, c'est les personnes qui ne se présentent pas à l'entretien et on a l'impression qu'on a perdu 1 heure de notre temps. Là, finalement, si on est en visio, on peut faire autre chose, passer. Donc, il y a une flexibilité qui est plus importante aussi, qui est offerte par le distant, et puis qui va permettre, là, comme ce qu'on est en train de faire, de pouvoir dépasser les frontières, ce qui n'était pas toujours le cas en présentiel. Donc, je pense que il y a encore une très belle part, et je pense que le distant a un très bel avenir devant lui sur ce métier-là, même sur du modéré. C'est-à-dire que nous, on vient du non modéré, mais je pense que le modéré et le non modéré ont un très bel avenir devant eux. Super. Question maintenant, merci. Question maintenant de Mathieu Roy. Quel est l'outil under the radar, l'outil qu'on ne connaît pas encore, mais que tout le monde devrait connaître? Est-ce qu'il y a des outils là, qu'on ne voit pas encore qui s'en viennent? Et qu'est-ce que seraient ces outils? Alors, c'est une bonne question. C'est difficile pour moi de répondre parce que c'est mon domaine. Donc, je dirais que c'est un peu plus compliqué de savoir ce qui est un peu sous le radar. Dans ce qui est intéressant, ce qu'on voit quand même, c'est que il y a des outils qui commencent à exister qui n'existaient pas précédemment. J'ai cité Dovetail tout à l'heure, qui est un outil d'UX repository qui est assez intéressant. Et il y en a 2-3 autres qui existent sur le marché. Il y a par exemple Enjoy HQ, que certains connaissent peut-être, qui est un outil qui fait à peu près la même chose, qui vient d'être racheté par un gros acteur qui s'appelle UserZoom, donc qui a levé des fonds il y a quelques années, qui vient d'être racheté. Et en fait, ces acteurs-là, il y en a un autre aussi qui s'appelle Glean.ly, Glean.ly, qui est un outil qui est aujourd'hui en bêta, qui s'inscrit dans la même veine que cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici on est dans une logique de capitalisation de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la recherche se développe, il y en a de plus en plus, et on est dans une dynamique où on veut structurer la donnée pour pouvoir la partager en interne et pouvoir capitaliser dessus. Et je pense que c'est un petit peu peut-être les outils
under the radar qui pourraient être intéressants, je pense, aujourd'hui à intégrer dans les organisations que tout le monde ne pense pas forcément. Si ce n'est pas le cas, un bon vieux Google Sheet fera très bien l'affaire. Oui, les retours aux fondamentaux. Ou un Airtable. Et Émilie Monette qui nous demande, qui revient un peu sur la question du qualitatif versus le quantitatif, et puis qui se demande est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre idéal dans le type d'approche, des approches peut-être plus qualitatives, des approches plus quantitatives, ou est-ce qu'on y va avec ce que l'agence ou le client a? Comment tu vois cet aspect-là? Je dirais que ça va dépendre du sujet qui est à traiter. On a des clients, par exemple, nous, qui ne font que du quanti et d'autres qui ne font que du quali. Ça reste aujourd'hui une minorité. La plupart ont bien compris la vertu des deux types d'approches et puis la complémentarité des deux. En termes de proportion, je dirais que le quali pousse de plus en plus. On vient du quanti au départ, donc ça reste un des aspects quand même qui est important, mais je pense que le quali pousse de plus en plus en recherche. Et ça va dépendre aussi de l'affinité et de la capacité à convaincre le client. C'est-à-dire que je pense que selon qu'on soit une agence, qu'on soit un annonceur, en fonction de la qualité de la problématique qu'on a et surtout de l'interlocuteur qu'on a en face de nous, la qualité à être convaincu que l'outil va répondre aux bons besoins. Et surtout, je parlerai de complémentarité de l'une avec l'autre, du quali plus du quanti ensuite, qui pourraient être des éléments assez intéressants. Et souvent, d'ailleurs, nos clients nous disent, est-ce que je commence par du quali, puis du quanti, ou du quanti, puis du quali? Je leur dis, ça va dépendre de votre problématique. Et c'est vraiment, j'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça. J'ai à titre personnel une grande préférence pour quali, puis quanti, puis le repasse de quali derrière. Donc, un sandwich de quanti dans du quali. C'est excellent. Parfait pour l'heure du lunch. Est-ce qu'on a donc une dernière question? Je crois qu'on a fait le tour des quelques questions que j'ai vues là, rapidement en scannant le chat. Peut-être le mot de la fin, Jean-François. Chose certaine, là, on a diffusé le lien vers la présentation, je crois. C'est bien là, Jean-François? Oui, j'avais le lien que j'ai trouvé sur le fil LinkedIn de Sébastien qui a amené vers le Twitter. Donc, je l'ai mis dans la conversation. Je vais sûrement le republier aussi dans le Twitter, le Facebook, le LinkedIn de Tout le monde UX. Et puis, c'est ça. Bon, merci tout le monde d'être venu. Absolument. Voilà. Puis, tout ça va être en ligne, donc vous pouvez l'envoyer à vos collègues. Parce que c'était vraiment une excellente présentation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'aime bien voir un peu l'état de l'industrie comme ça. Puis, oui. Voir, surtout aussi ta dernière image là, où tu parles un petit peu là, de l'état de l'industrie actuellement. Je trouve ça très, très pertinent. Ça prend ça des fois pour. Faut se comparer, il faut se parler un peu. Puis c'est pour ça qu'on a parti il y a 10 ans. Mais d'avoir des invités comme toi qui viennent nous faire un portrait global d'un truc plus spécifique dans l'industrie, ça a été vraiment intéressant. Très, très cool. Merci pour l'opportunité de venir le partager avec vous. Et puis, je voulais faire, pour finir, un grand merci à tous les acteurs qui ont accepté de partager aussi. Parce que ça fait partie aussi un peu des petits secrets de conception de chacun en interne et puis du savoir-faire de chacun. Donc, je trouve que c'est dans une démarche de partage hyper intéressante. Donc, je voulais vraiment tous les remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette présentation et puis de nous partager tous ces éléments en interne. Sébastien, et vivement le retour en présentiel, je suis d'accord quand même. Oui, c'est vrai. Un grand merci, Sébastien, très, très apprécié, très riche, super intéressant. Jean-François, merci à toi pour toute cette belle mise en place. Donc, suivez les fils de Tout le monde UX. On continue à travailler sur nos prochains événements, en ligne, en présentiel, les deux. L'avenir nous le dira, mais il y a des choses qui sont en train de cuire tranquillement. Alors, continuez de nous suivre. On vous prépare d'autres événements pour bientôt. Et puis, je dirais bonne fin de journée tout le monde. Si on avait une musique de générique, est-ce que c'est Jean-François qui chante? Tu chantes, Jean-François, pour la fin? Vous voulez pas que je... De toute façon, allez dans vos meetings, passez un bel après-midi, puis n'oubliez pas d'aller prendre une marche au soleil en fin de journée. Et mieux, aller prendre un verre sur une terrasse. Absolument. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, encore, Sébastien. Salut bien. Merci à vous. Très bonne fin de journée à tous.